Tiens, le premier appareil que tu as eu en main, c'était quoi? Oh là là, c'était un Zeiss-Ikon. Tiens, moi aussi. Que... Qui se refermait quand on ouvrait Non, un c'était une soufflet. petite boîte et le viseur, tu devais tirer une espèce d'arceau de fer. C'était l'appareil photo de ma mère. Et elle m'avait donné ça. La première photo que j'ai faite, c'était un voyage scolaire à Bruges. À Bruges. Et j'étais dans une école jésuite et je me rappelle que le recteur, enfin, qui dirigeait cette espèce de voyage scolaire a dit personne n'a regardé à gauche et à droite. Il n'y en a qu'un seul qui a regardé, qui a pris des photos, c'est lui. Moi, c'était la honte sur moi, quoi. Tout le monde me regardait et moi je l'avais fait dans mon coin et j'avais fait des têtes de sculpture, des choses comme ça. J'avais plus regardé l'infiniment petit, alors qu'en général, quand on est petit, on regarde l'infiniment grand. Ah, et on se retourne souvent pour regarder les Oui, films. exactement. Ouais. T'avais quel âge? Oh, je devais avoir 10 ans. 10 ans. 10 ans. Mais j'ai jamais été... Moi j'ai commencé très très tard la photo. Hein. J'ai jamais été pris du virus parce que mon grand-père était un amateur. Hein. Il n'était pas professionnel. Il travaillait avec une chambre en bois, des plaques de verre. Donc j'ai toujours vu ça chez mon grand-père. Et mon père était aussi un solide amateur. Il avait sa chambre noire, les lumières rouges, là ça m'intriguait toujours. Et plusieurs fois il a essayé de m'apprendre. Niet, je voulais C'était une des passions de ma mère quand elle était jeune fille, elle m'expliquait. Elle retouchait les photos, ou elle les coloriait. Ah oui, ça c'est Elle faisait ça chez un photographe dans un rayon de Charleroi à Courcelles qui s'appelait Enroux. Ah, oui. Et je voyais des travaux qu'elle avait faits, donc légèrement coloriés comme ça. Ah, donc à 10 ans, tu avais déjà l'œil. Oui, mais pas la passion. Pas la passion. Pas la passion, non, non. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je le faisais. Est-ce que c'était avoir une emprise sur quelque chose de mécanique, je ne sais pas. Et ça faisait des toutes petites photos, c'était minuscule. Et dentelé sur le côté. Dentelé, hein, on avait une rogneuse, comme ça on recoupait après. Non, et donc le grand-père était déjà un passionné. Oui, il était géomètre arpenteur et sa passion c'était de faire de la photo, mais c'était plus du paysage, des grandes plaques de verre qui devaient être du 13-18 à l'époque. Mon père pas, c'était plus la famille, c'était le portrait, la famille, mais quand je vois ce qu'il faisait, il était pas mal. Tu vivais dans quelle région là? Je suis né à Liège, non je suis né à Oui, je suis Thois, et puis tout de suite on a été habité à Liège. Ah d'accord. Ouais. Et les parents faisaient quoi? Mon père il s'occupait des compagnies privées de chemin de fer, mais au sein du chemin de fer belge. Ah d'accord. Donc je me rappelle qu'à l'époque il parlait souvent des Rothschild, parce qu'il y avait des wagons privés des Rothschild. Les Rothschild venaient ici à la SNCB. Mais très discret, hein, j'ai jamais, enfin c'était l'époque quoi, hein, discrétion totale, je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait, j'entendais, c'était moi qui tendais l'oreille de temps en temps pour savoir quoi, et ma mère, on était quand même, on était 6 enfants, il y en a une qui est morte à la naissance, mais 5 enfants, donc c'était mère au foyer. D'accord. Mère au foyer. Premières vacances? Oula, premières vacances, ah ben c'était Westante. Ah Westante. Westante, oui, Westante. Et mes parents louaient toujours des très chouettes petites villas. Je sais qu'à un moment on a été dans ce centre qui s'appelait Zonense, je me rappelle. C'était au début quand ça s'est créé, c'était tout nouveau ce genre de centre de vacances. Mais moi je préférais les villas qui avaient toujours des noms féminins et je trouvais qu'elles étaient très très belles. D'ailleurs elles sont presque toutes démolies aujourd'hui. Ah ouais d'accord, tout ce qui était à front de mer en général. Tu lisais à ce moment-là? Je lisais Robinson Crusoe, Jules Verne. Des BD? Et beaucoup de BD. Beaucoup de BD, mais c'était quand même Tintin qui était mon favori. Parce qu'à travers... c'est le reporter qui t'attirait? Oui, c'était le reporter et puis les ambiances différentes. Quand il se baladait, il passait du Congo aux Amériques et puis l'oreille cassée, ça me faisait rêver. Il y avait déjà beaucoup de magie hein, dans tout ça. Les 7 boules de cristal, le temple du soleil. C'était chaque fois pour moi des aventures où je rêvais de m'y projeter, ça c'est sûr. Ouais. Sans se douter qu'un jour tu allais suivre... Ah oui, bien qu'on m'avait prédit au centre psychomédico-social que j'étais un doux rêveur et que la vie de Tintin, jamais je ne pourrais la faire parce que mon petit garçon, ça n'existe pas, ce genre de vie. Les études, c'était quoi à ce moment-là?
Ben, études traditionnelles en primaire, collège Saint-Joseph qui est devenu Jean 23, là où est Saint-Lambert. Et puis après... Donc tu as quitté Liège à ce moment-là. Oui, à 6 ans, à 6 ans et demi, j'ai quitté Liège et on s'est installé à Auluet-Saint-Lambert. On était dans une rue du Menuisier qui était à côté de l'avenue Georges-Henri, où ce qui me faisait rêver dans cette rue, c'est qu'il y avait encore 3 cinémas. Ah oui, il y avait le Wolu, le Métro et le Brésil. Et les films restaient 3-4 mois. Et ça me faisait rêver. Quand c'était Tarzan ou Zoulou, il y avait encore ces peintres extraordinaires qui peignaient des fresques en 3 dimensions, là, avec un avant-plan, un arrière-plan. Moi, ça me faisait vraiment rêver. Et aller au cinéma, c'était comme aller sur Mars. Tellement c'était une fête, c'était extraordinaire. Et oui, moi j'adorais. Et puis il y avait 3 cinémas, donc ça faisait 3 films différents. Et les études se prolongent vers quoi? Les études, de nouveau, hein, le centre PMS, moi qui voulais être vétérinaire à la base, on m'a dit que je n'étais pas doué pour le latin, donc on m'a mis plutôt vers les modernes, scientifiques. Et puis à partir du moment où on m'a mis tellement de bâtons dans les roues, j'avais plus trop envie de travailler, mais je réussissais tout juste, et je dessinais de plus en plus. Et là, à un certain moment, on s'est dit, mais ce garçon, il est plus fait pour une carrière artistique. Et comme il y avait une vieille tradition du côté de ma mère, c'était des imprimeurs, on a dit, mais il pourrait peut-être reprendre l'imprimerie familiale de Oui. On n'avait vraiment pas envie du tout, mais bon. Alors j'ai fait des études de typographie, donc ça j'ai beaucoup aimé, l'étude de la lettre, apprendre vraiment à ce que c'était un délié, de pouvoir mettre en page et tout ça. Et puis après, j'ai fait dans la suite logique des études d'imprimeur, et puis j'ai fait art graphique, et puis j'ai fait le dessin publicitaire à Saint-Luc, et puis j'ai fait la photo et le cinéma à l'INRACI. Ah, tu as quand même fait la photo et le cinéma. Oui, Ah, mais bien après. Pourquoi? C'est parce qu'à Saint-Luc, je faisais de la sérigraphie, et on employait des films photographiques et qui nous permettaient évidemment, en dehors du dessin, où c'était toujours des libellés, là on avait de la photo qu'on tirait avec la raclette. Je me suis dit, mais j'emploie des photos qui ont été faites par quelqu'un d'autre, moi j'ai envie de le faire moi-même. Tu as découvert le miracle. C'est exactement, oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver intéressant, pas nécessairement la photographie, ce qui menait à la photographie, c'est-à-dire l'alchimie de la révélation, de l'arrêt, de la fixation et du lavage. Pour moi, c'était vraiment c'était un chemin initiatique dans une chambre noire, teintée de rouge, où on voyait apparaître les choses. Les choses étaient là, mais n'étaient pas là. On te disait, c'est une image latente. Oui, ça veut dire quoi? Elle est là, mais elle n'est pas là. Tu ouvres le dessus de ta cuve, il n'y a plus rien, la lumière va te brûler. Et c'était plus ce côté magique qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai eu très dur à passer au numérique, parce que cette magie, elle n'était plus la même, mais il y a moyen de la retrouver d'une autre manière. Et je crois que c'est ça qui m'a mené vers la photographie. Avant d'être le regard, c'était la transmutation de l'halogénure d'argent en argent, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. À vue de nez, on est dans les années 75-76 là. Oui, même un peu avant. Un peu avant. Oui, un peu avant. Tu parlais un petit peu de typographie. Moi, je me souviens, à la maison, il y avait une imprimerie avec un cylindre où on devait prendre sur ce petit outil, lettre par lettre, qu'on glissait dans le cylindre. C'est ça que j'ai fait. Donc on imprimait nos papiers en tête de lettre. Oui. Et on avait un petit cadre qui s'appelait le composteur. Voilà. Et donc j'avais une casse d'imprimerie avec les lettres. Et on prenait, tac, tac, tac. Il fallait avoir déjà une gymnastique pour savoir où se trouvaient les choses. On composait les lignes, on faisait une deuxième ligne, troisième ligne. On devait mettre des petits cartons pour avoir exactement la même justification. Ça s'appelait comme ça. Et puis on devait lier ça avec... Mais c'était nouveau comme la photo. Il y avait tout un chemin initiatique pour y arriver. Et puis on liait ce bloc, ce qu'on appelait un bloc de plomb, et puis on a le serré dans un cadre, et puis on le mettait dans la machine à Ce qu'on oublie de dire maintenant, c'est qu'il fallait défaire ça, donc reclasser toutes les lettres. Exactement. C'était gai ça. Exactement. Et qu'en plus on te disait que c'était très dangereux ce que tu faisais, puisque tu maniais du plomb, on avait les doigts noirs tout le temps, et que tu allais de toute façon taper le saturnisme. Ce qu'il fallait, c'est bien recaser les lettres, parce que si tu les classais mal,
tu ne prenais pas un E, mais autre chose, quoi. Surtout en tant qu'étudiant, quand voilà. tu es patron imprimeur, ben, tu vas faire attention parce que tu dis c'est moi-même qui vais être piégé. Tandis que quand tu es élève, il y en a qui s'en foutent. Donc la révélation vient par le regard sur la révélation. Oui, 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 c'est vraiment ça. Et c'est longtemps après, c'est quand j'ai commencé tous mes périples en Inde, vers ces régions-là, que quand je revenais, je racontais à mes amis tout ce que je venais de vivre, et ils disaient, tu rapportes rien de ça, ben, tout est dans ma tête. Voilà. Non, 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 on a envie de voir des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos. Mais je dis toujours, quand on me demande quelle est la plus belle photo que tu as pu faire dans ta vie, je dis c'est justement celle que je n'ai pas faite. Ouais. Celle où l'émotion était tellement forte, était tellement puissante, je dis jamais je pourrais retransmettre ça, je vais devoir expliquer. Alors ce serait une mauvaise photo. Si je suis obligé d'expliquer l'image, si je suis obligé de mettre une légende, elle ne sera pas aussi forte que si elle tient d'elle-même. Et je parle toujours de quelque chose que j'ai vécu à Bénarès, où je suis là au bord du Gange avec les sadhus, et on entend chanter, et on voit une jeune indienne d'une beauté charismatique qui porte comme ça un enfant nouveau-né emmailloté. Et tout le monde chante avec des lumières derrière elle. Elle monte sur une barque, toutes les petites coupelles d'huile avec la petite mèche, les gens les déposent sur le Gange, et tout ça part comme un rideau de lumière qui va vers, et elle plonge son enfant dans le Gange. Et là, je suis là, j'ai mon appareil, je dis non, t'y touches pas, c'est un sacrilège. Et je prends toujours cet exemple-là parce que je dis parfois, il vaut mieux vivre l'événement à fond, le sentir, le respirer, enfin, tout doit être en train. C'est la pudeur, ça reste en toi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et j'ai développé une méthode de travail que j'utilise toujours maintenant, mais pour ça il faut du temps, hein, je suis bien d'accord. Un reporter photographe ne peut pas se permettre ce que moi je fais. C'est que j'apparais dans des petits villages ou des endroits sacrés, j'ai mon matériel photo, mais je ne sors jamais l'appareil. Et comme les gens avant tout, ce sont les gens qui m'intéressent, je parle avec eux et tout ça, il y a toujours un regard, et puis la question arrive toujours, mais tu as du matériel photo, tu es photographe, pourquoi tu ne fais pas de photos? Je dis quoi, ça vous intéresserait? Donc la demande venant d'eux, ce n'est plus du tout les mêmes rapports. Je ne suis plus un voyeur qui capte des images, il y a une demande qui vient d'eux. Et les années après, je me suis toujours baladé avec une petite imprimante thermique, et je voulais toujours laisser, parce qu'on dit toujours prendre une photo, mais je trouve qu'il faut la rendre, la photo. Et souvent, les Européens, c'est ce qu'ils me disaient, ils disent oui, on vous enverra les photos par la poste, les photos n'arrivent jamais parce que les gens oublient, ils ont d'autres choses à faire. Et là, parfois je jouais un peu au sorcier, hein, je disais oui, mais chez moi c'est autre chose, je partais dans un coin, je revenais avec la carte postale, et ça c'était extraordinaire. Le problème c'est qu'ils ont l'impression que c'est infini, alors tout le village défile pour avoir sa carte postale. Et là, ça devient un problème. Mais je trouve justement, et j'ai quand même aussi développé le fait que quand je fais un travail de fond assez puissant sur quelque chose, des communautés comme avec les rois du Burkina, le vaudou et tout ça, j'ai le devoir d'exposer, de faire la première expo là où ça s'est passé. Je veux la critique et je veux qu'il participe. Et c'est très important parce que le fait d'aller chercher des événements quelque part, et surtout les portraits de ces gens-là, et de les exposer bien calmement chez soi, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, là je sens quand même un peu le vol. C'est un peu, oui, maintenant que j'ai fait mon boulot, vous ne m'intéressez plus. Et moi je veux cet affrontement avec eux, et parfois c'est délicat, hein. Au Congo, fatalement, il y a toujours une revendication, et quand j'ai fait le travail sur Matangé, je ne mets pas de légende, je mélange les images de Matangé Bruxelles avec les images de Matangé Kinshasa. Et des jeunes Congolais sont arrivés le jour vraiment du vernissage, c'était 100 photos qui faisaient 2 mètres sur 3, et ils me disent « Ah oui, je vois, c'est encore le blanc qui veut montrer que chez lui tout est propre et chez nous tout est cassé. » Je dis « Regardez bien les gens qui sont dans l'univers que vous décrivez, où ont-ils l'air le plus heureux ?» Ils regardent et « Ah, chez nous, vous avez tout compris. Ils sont encore pleins de couleurs. Ici, chez nous, ils deviennent gris. Ils commencent à mettre des par-dessus gris, des chemises sombres et tout ça. Chez vous, c'est la couleur. » Voilà, voilà. Mais pour ça, ça ne sert à rien de le raconter, il faut qu'ils le voient. Et derrière cette
cette révolte, hein, parce qu'on représente quand même toujours plus qu'eux au niveau de l'aisance, de l'argent et tout ça, même si chez nous on vit de peu, mais pour eux c'est toujours beaucoup plus. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut avoir un regard euh, vraiment de... C'est ça le problème, c'est souvent la photographie, elle tombe dans la compassion, ou elle tombe dans la dénonciation, mais je crois qu'il faut toujours être en contemplation. Et c'est ça qui m'intéresse. Et comment parviens-tu alors à maîtriser ce trouble vers la contemplation? Je prends l'exemple, voilà, ouais, un regard ouais. sur l'humain, le trouble que va te causer une œuvre d'art. Ouais. Mais voilà, deux exemples ici. Oui, c'est un très bon exemple, parce que fatalement avec un travail où tu parles des demandeurs d'asile, dans une période dans laquelle on vit, enfin c'est un travail qui a duré 10 ans, fatalement, moi ma thèse était l'inverse de ce qu'on entend d'habitude. Hein. Souvent, hein, pour caricaturer, ouais, ce sont des gens qui viennent manger notre pain, notre travail et tout ça. Moi je disais l'effet contraire, je disais nous allons être en dénatalité totale. Ces gens-là, ils ne sont pas en transit en Belgique, ils sont là pour faire des études, apprendre un métier. Dans quelques années, on aura besoin d'eux autant alors qu'on les forme nous-mêmes. Et les gens partent au bout du monde en voyage. Et là, on a la chance d'avoir des civilisations différentes. On ne doit pas prendre l'avion. Les Afghans arrivent chez nous, les Pakistanais, les Africains. Et on peut confronter notre manière de voir. Et donc, ce que certaines personnes m'ont reproché, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans mon mode de pensée, ils m'ont dit, ce qui est énervant dans ton travail, c'est que ces gens-là, on a envie de les rencontrer, tellement ils ont l'air sympas, et qu'ils émanent la lumière, et que la lumière ne tombe pas sur eux. Dans des cas comme ça, je suis très content d'avoir... et là, c'était plutôt une insulte, hein, ce que je disais. Moi, je trouvais que c'était un compliment. Et c'est toujours ça, c'est essayer de ne pas avoir ce regard misérabiliste. Et je trouve que trop souvent, en Europe, en tout cas dans le milieu du reportage, d'abord, il y a le choix du noir et blanc, mais j'adore le noir et blanc, hein, donc ce n'est pas ça la question, mais on renforce encore ce regard triste et négatif sur certains sujets, alors que ça va, ils ont déjà pris assez, autant renverser dans l'autre sens, essayer de montrer un autre côté des choses, c'est pas toujours réussi, mais je crois qu'il faut le tenter. Parce que je prends maintenant l'exemple voisin, c'est le trouble que crée une œuvre d'art qui est faite d'objets ramassés le long d'une plage, et ces couleurs qui sont là, et tu les vois, et tu te dis, ça j'immortalise. Ouais. Mais comment maîtrises-tu ce trouble? Parce que tu le mets dans un cadre à un moment donné. Oui, mais là, on parle du travail de Yéphane de Villiers. Yéphane de Villiers, ce n'est pas un artiste qui est arrivé comme ça. Si on voit pour le moment le nombre d'artistes qui surfent sur la vague de l'écologie, la défense de la terre et tout ça, il y en a beaucoup. Lui, il est né comme ça. Il est comme ça. Lui aussi, il a eu une enfance très difficile, il était condamné. Donc il a vécu tout ça à travers la fenêtre de sa chambre où il voyait un arbre qui avec ses ramures balayait les vitres de là où il vivait, et c'est l'arbre qu'il a appelé étant tout petit vers ce travail-là, où il est un collecteur en fait avant tout. Moi j'ai eu la chance de le voir souvent travailler, et on le voit le matin partir avec son panier et aller récolter ce que la nature lui a fait tomber au sol, et il commence à assembler. Mais je l'ai toujours vu faire ça, donc ce n'est pas tout d'un coup, il fait un travail comme ça. Le travail sur l'harmonie, qui est bien montré dans ce livre-là, il vient d'une famille française assez connue, il a rompu avec sa famille, il est parti en Angleterre, il a fait une série de sculptures qui s'appellent les sculptures abbatiales, qui sont faites à base de plâtre, et puis il rencontre la Belgique et la forêt de Soigne. Et là, il a un flash avec la forêt de Soigne. Il voit cette étrée et il se dit, elle est en train de me donner quelque chose. Et là commence tout son travail qu'on connaît jusqu'à présent. Maintenant, il est parti en France, près de Bordeaux, et il a recommencé la suite de ce travail de l'harmonie, mais avec les arbres flottés que l'estuaire de la Gironde lui donne. Comment peux-tu expliquer le travail que tu réalises, qui n'est pas un travail réducteur, mais tu es un peu comme un prisme. Voilà le personnage humain d'un côté,
voilà l'œuvre d'art de l'autre, que Mhm. tu réduis dans un périmètre, sur papier, et qui va donner, je vais dire, au spectateur, au lecteur, au découvreur de ton œuvre, Ah. un horizon. Tu es Oui, un prisme tout compte fait. oui, c'est-à-dire que avant tout, que ce soit n'importe quoi en photographie, il faut aimer ce qu'on fait comme sujet. Moi, c'est l'humain que j'aime avant tout. Donc, à travers... c'est le côté humain de l'artiste qui me porte vers son travail. Avec lui, c'est facile. On parle il fait beaucoup de boîtes. Il met beaucoup de personnages dans des En boîtes. boîte. Donc là, mon travail, alors là, c'est purement de la technique et de la lumière, mais c'est de pouvoir donner une profondeur dans quelque chose qui est plat, de pouvoir donner un avant-plan, un arrière-plan. Donc là, on travaille sur les profondeurs de champ, mais on ne peut pas non plus travailler systématiquement comme ça. Il y a certaines sculptures où c'est intéressant d'avoir plus de vision, de netteté, et d'autres moins. Si c'est une foule chez lui, il est intéressant de travailler une profondeur de champ courte pour avoir des têtes qui vont ressortir par rapport à d'autres qui vont être floues, qui sont plus effacées. Et là, on a ce sentiment de foule et de réponse. Si tout était plat et bien imprimé, c'est un peu ce que je reproche pour le moment à la photo digitale, au numérique, c'est qu'on est devenu trop parfait. Avant, on avait plein de défauts dans la photo. On avait déjà un film. On le mettait dans l'appareil, ce film, j'exagère, mais il bombait. Donc on faisait les meilleurs objectifs du monde, style Leica, mais pour arriver sur une surface qui n'était pas tout à fait plane. Après, rebelote, on mettait le négatif dans un agrandisseur, la lumière de l'agrandisseur le chauffait, le faisait rebomber. Donc on avait des flous, des nets et tout ça, et dans la photo numérique digitale, on a un capteur qui est complètement plat, on a des optiques qui sont calculées par des ordinateurs fabuleux, et on arrive à quelque chose de tellement parfait que la poésie est partie. Donc, pour moi, en tout cas, moi j'ai trouvé ça pour le moment. Je prends des appareils, évidemment, dernier cri, très sophistiqués, parce que je suis quand même souvent dans des régions où il y a beaucoup de chaleur, d'humidité, donc je dois prendre des appareils professionnels tropicalisés, mais j'utilise des anciennes optiques. L'ancienne optique alliée à la nouvelle technologie redonne cette poésie. On a des défauts, et moi je cherche plus ces défauts que le côté parfait. C'est déjà tellement parfait qu'il faut essayer de casser un peu ce côté parfait. Moi, je m'imagine, tu as un jeune poulain, tu as un jeune lionceau, tu as un jeune chiot qui renifle à tous azimuts. Comment parviens-tu à te maîtriser, à te focaliser sur un travail et ne pas te disperser? Mais parce que je travaille en série. D'accord. Il y a énormément de mes boulots qui sont des séries, et quand j'arrive au bout, c'est un peu comme un écrivain qui fait un roman. Il a toutes les idées dans sa tête et tout ça, et il arrive à la dernière page, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Moi, c'est un peu ça, que ce soit le travail sur les écorces, tout, même avec les grands initiés du vaudou ou les rois du Burkina, à un certain moment, je dis, j'ai fait le tour de la question. Si je rajoute, ça va déforcer le travail. Donc il faut pouvoir s'arrêter à un certain moment et être passionné par son sujet, mais fatalement, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se dit oui, j'ai vraiment ce qu'il faut, ou je sens bien ce sujet-là, à un certain moment, moi, ça me lasse. Donc j'ai envie de passer à autre chose. Moi, il faut que ce soit chaque fois une nouvelle aventure qui est fort liée à ma vie. Dans mes boulots, c'est parce que certaines époques, j'ai passé tels événements et tout ça qui me font... Et alors un travail donne souvent naissance à un autre travail. Il suffit qu'il y ait un petit défaut, justement, dans une série, et je me dis, ah, mais ce défaut est vachement intéressant, ce serait intéressant de travailler sur ce défaut-là, mais que ce ne soit pas un accident, d'aller le retrouver dans une suite. Et ça, c'est passionnant. Tu vois, on vit ici, on a plein de projets de lecture. Comment gères-tu tes mal de projets, toi? Mais j'en fais plusieurs de front. Oui, et j'ai l'avantage que maintenant, comme le matériel sophistiqué, on parlait des boîtiers, font à la fois le film et à la fois la photographie, avec une qualité époustouflante, eh bien, ça me permet de passer du film à la photo, de l'image animée. Je dis même que je fais plutôt de la photo animée qu'autre chose, parce que c'est le cadre qui compte avant tout, le sujet. Et puis la technique, je ne suis pas très loin de la photographie. Ce n'est que dernièrement que je commence à faire des travelling, autrement je travaillais toujours comme une scène de théâtre.
mon cadre est là, les personnages rentrent et sortent. Et moi, je trouvais ça plus intéressant que de suivre. Et quand j'ai donné des stages en Afrique, eux qui n'ont pas d'histoire de la photographie, du cinéma, qui vivent l'instantané de la vidéo, où ils bougent dans tous les sens, et c'est normal, c'est leur vie. Quand ils voient ça, ils disent « Wow, mais c'est révolutionnaire ça !» La caméra ne bouge pas et ce sont les gens qui rentrent et qui sortent. Alors c'est très intéressant parce que là on peut leur expliquer les origines du cinéma et de la photo, les frères Lumière, les caméras qui pesaient des tonnes et dont c'était une imposition de ne pas pouvoir faire des travelling, c'était impossible. Et donc c'est parfois intéressant de voir que des origines qui ont été abandonnées, quand on les reprend avec des moyens modernes, paraissent novateurs. Et c'est ça qui me passionne. Tu as des élèves? Non, non, j'ai jamais voulu rentrer comme professeur, j'ai eu plusieurs propositions, mais pour moi c'était la fin de tout. C'est-à-dire, si je n'ai pas ma liberté, je ne me voyais pas être tenu par des horaires et tout ça. Donc, moi j'aime bien cette vie, hein, j'ai choisi, c'est une vie artistique faite de plein d'aléas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où je me dis comment est-ce que je vais pouvoir financer tel projet. Et puis chaque fois ça rebondit. Et le tout, c'est qu'il ne faut pas, surtout dans une période comme maintenant, être désespéré. Et justement, des contraintes viennent souvent la création. Eh bien, je t'ai créé une contrainte aujourd'hui, je t'ai privé de ta liberté. Oh oui, mais... Justement, pourquoi? Parce que j'ai un ami qui tenait à te rencontrer, et cet ami vient d'arriver, je vais lui céder la place. Je vais céder la place à Thierry Wertz. Avec grand plaisir. Salut Thierry. Salut Jean-Dominique. Alors on s'est rencontrés, pour être tout à fait précis, au salon du livre, ou à la foire du livre. La foire du livre, C'est oui. comme ça qu'on dit, il y a 2 ans. J'ai eu cette chance d'être invité sur ton stand, enfin le stand de ton éditrice, qu'on salue. Ouais. Et c'était très étonnant parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait c'est toi qui avais fait un des 2 livres qui comptent énormément pour moi, je te l'avais dit à l'époque. J'ai 2 livres, un peu de livres de chevet, j'en ai d'autres, mais quand même c'est 2 livres très importants. C'est donc celui que tu as fait sur l'île de Gorée, il y a déjà longtemps. Alors ça me touche particulièrement parce que j'y ai été, et voilà, j'ai traîné sur cette île, et j'ai été très touché en rencontrant différentes personnes là, etc. Et le deuxième livre, alors là c'est le format tout à fait extrême, puisque à la place d'être un grand livre avec des photos, c'est un tout petit livre qui a été édité, ou peut-être réédité, mais sous un tout petit format. C'est un livre d'un poète, parce que j'aime beaucoup la poésie, Ferlinghetti, qui est un poète américain qui est décédé il n'y a pas très longtemps, quasiment centenaire, qui a traversé tout le siècle, qui a été très proche de toute une série de courants un peu révolutionnaires à une certaine époque, donc américain mais d'origine franco-italienne. Et je crois qu'il y a un lien entre les deux, et en entendant ce que tu disais tout à l'heure, je crois vraiment. Il disait, donc dans ce petit livre, c'est toute une série de petites maximes ou de petits conseils, sans prétention comme ça, mais au fond une réflexion sur ce qu'est la poésie. Et il dit notamment, si je m'en souviens bien, si tu veux être poète, il dit si tu veux être poète, ne cherche pas quelque part à fuir la réalité du monde, mais plonge dans la chair du monde. Oui, c'est ça, ne t'échappe pas, ne cherche pas à t'échapper de la réalité, mais plonge dans la chair du monde. Et au fond, je pense que c'est vraiment ce qui est au cœur de ton travail. En fait, au plus maintenant, évidemment, avec le temps, le recul, j'ai découvert les autres ouvrages. Et c'est ça qui, moi, je trouve passionnant, c'est ce lien, finalement, entre la photo, le cinéma, ou la vidéo, je ne sais pas comment il faut dire, et la poésie. Au fond, quel est ton lien par rapport à ça? Est-ce que tu te considères, est-ce que tu as conscience que, finalement, en fait, ce que tu fais, c'est un travail de poète? Ça me ferait fortement plaisir qu'on me dise que c'est ça ce que je fais. Je pense. Oui. En fait, j'essaye toujours de raconter une histoire et j'ai envie que cette histoire soit merveilleuse, même si le sujet à la base ne l'est pas.
parce que je trouve qu'il y a toujours moyen de trouver du merveilleux en tout. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, le côté contemplatif des choses peut amener à avoir un autre regard. Et on est un peu trop dans un cercle de pessimisme. Et moi, j'ai une faculté, enfin je dois avoir un cerveau qui est bizarrement construit, mais la moindre contrariété ou la moindre chose négative, elle est effacée, mais comme on efface solidement en profondeur d'un disque dur, et je ne garde que, et il faut que ce soit des gens qui ont vécu un événement peut-être moins agréable et tout ça avec moi, qui me le rappellent pour, tu es bien sûr, et c'est eux qui ont raison, mais j'ai une faculté comme ça de pouvoir effacer les choses. Et toujours, je me rappelle que j'étais passionné de l'Inde, j'ai fait je ne sais combien de voyages, des dizaines de voyages en Inde, et les gens me disaient, parce que j'avais toujours cette réaction de l'époque, on disait ouais mais enfin, aller dans ce genre de pays où c'est la misère, les gens meurent dans les villes et tout ça, et j'essayais toujours un peu parce que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans des villes qui étaient prévues du temps des Anglais pour avoir 1 million d'habitants, ben, Calcutta, Bombay, c'était 20 millions d'habitants. Donc fatalement, puis il y avait ce problème des castes, il y avait des gens qui venaient de villages, qui voulaient sortir de leurs conditions, ils disaient la ville va me donner cette possibilité. Évidemment, la ville ne donnait absolument pas cette possibilité. Et ils préféraient mourir dans la ville que de retourner dans leur village. Donc je disais, la vie dans les villages, elle est magnifique, et dans les villes, on peut trouver ça. Donc il y a la part des choses. Et on me répondait, oui mais toi tu adores tellement ce pays que si tu photographies une crotte de chien, tu vas la rendre belle. Voilà. C'était déjà un peu ça. Oui, il y a vraiment ce travail de recherche finalement de lumière en tout. Et c'est peut-être ça qui t'a amené alors aussi à faire beaucoup des portraits. Oui, parce qu'on dit toujours, hein, les yeux sont le reflet de l'âme, mais je crois qu'il y a effectivement des individus dont émane de la lumière. Et c'est vrai qu'en photographie, on va plutôt chercher la lumière pour la faire tomber sur ces individus, mais moi, à la base, je recherche ceux qui la rejettent. Et c'est un peu comme ça, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens vraiment lumineux, mais moi je trouve que souvent le physique va de pair avec le mental, et c'est vrai que si un jour je vais voir un thérapeute et qu'il a l'air mal dans sa peau, je ne crois pas que je reste une seconde. Et ce travail, notamment celui-là, mais sur les portraits, au fond, se fait comment, sans dévoiler les secrets, mais Oui. est-ce que c'est un peu improvisé, ou est-ce que c'est très... ça prend beaucoup de temps ou... Mais dans les sans-papiers, c'est un long travail. Hein. Au début, je ne pensais pas du tout arriver à ça. J'ai fait ça, je ne sais plus, c'est quand il y a eu un flux de réfugiés qui est arrivé à Rixensart, mes enfants étant à l'école primaire, j'ai vu tout d'un coup arriver des mamas africaines colorées dans tous les sens, et je leur ai demandé, mais d'où venez-vous? Et alors elles m'ont raconté leur périple. J'ai dit, vous vous arrêtez tout de suite, vous allez parler demain devant tous les élèves. Et elles ont pris, on avait une grande carte du monde, plus une de l'Afrique, et elles ont commencé à raconter. Et les enfants étaient, mais avec des yeux, c'était le merveilleux. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire sentir à la population, c'est que ce sont des aventures extraordinaires qu'ils vivent, il faut qu'ils les partagent, et il faut qu'on en prenne toute la substance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un premier travail où c'était des portraits d'eux en noir et blanc, je travaillais au format carré 6:6, et je leur disais à un certain moment, oui mais quand vous avez fui votre pays, toujours parce qu'ils étaient en guerre, enfin c'était toujours des raisons dont on n'aimerait pas vivre, ces raisons-là, vous avez dû ramener avec vous un objet. Et là, la lumière arrivait dans leurs yeux, une seconde, ils couraient, ils allaient dans leur chambre, ils redescendaient. C'était une pièce de monnaie. C'était un petit bout de bois, c'était un téléphone, et l'objet devenait ce qui les rattachait à leur pays. Ça, c'était la première phase. Et puis moi, je suis parti pas mal en Afrique, j'ai un peu laissé tomber ce travail. Puis sont arrivés les attentats de Bruxelles. Et j'ai entendu une réflexion xénophobe qui montait, et
Et je l'entendais à Rick Sansard, et ce centre qui est plein de terroristes en puissance et tout ça, je me suis dit, là mon gars, tu dois reprendre le travail. Et là j'ai changé, j'ai dit, ils ont un manque d'accueil, donc ce n'est plus moi qui vais poser mon studio chez eux, c'est moi qui les invite chez moi. Et ce que j'avais fait, j'avais mis une grande carte du monde, et chaque fois qu'un arrivait, j'avais des petites pastilles, et je leur disais, tu veux mettre la pastille là d'où tu viens. Et au fur et à mesure, ça se constellait de petites pastilles, et là, je leur avais demandé qu'ils viennent aussi avec l'objet, comme j'avais fait au début de ce travail, il y a 10 ans. Et là, ils disaient, on n'a rien, ils n'avaient plus rien. Donc le trou en 10 ans, où ils avaient encore un objet à sauver avec eux, là il n'y en avait plus. Soit les passeurs les avaient détroussés, soit ils avaient dû partir sous des bombardements, ils n'avaient plus d'objet. Donc le seul objet qui est resté, ça a été souvent le téléphone, où là, souvent c'était un drapeau du pays, où c'était la photo de la mère ou du père, c'était des choses comme ça, mais c'était minimaliste. Et là, je me suis dit, c'est eux à la fois l'humain, le pays, le reflet d'une langue. Et alors, j'ai pris aussi un parti pris, c'est de dire, parce que c'était aussi un film qui accompagnait, j'aurais dit, je veux qu'ils parlent dans leur langue. Et je ne veux pas de traduction. Parce que quand on est avec eux, que ce soit on les rencontre dans un carrefour en train de faire leurs courses, la plupart ne parlent pas le français, ni le néerlandais, ni l'anglais, ni l'allemand. Et donc il faut s'imprégner de la musique de leur langue, de leur regard, de leur mimique pour comprendre tout ce qu'ils disent. Et on comprend. Le tout, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Et quand j'ai projeté le film, tout le monde m'a dit « mais c'est une catastrophe, personne ne va regarder ce film ». Et ça a été extraordinaire. Au début, j'ai mélangé toutes leurs langues. Et j'ai dit, c'est Babel. Et au début du film, on dans tous les sens, de temps en temps, on entend une consolation, on dit, ah, ça doit être de l'arabe, ah, ça doit être ceci. Et ça a été... Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont des professeurs de français, et la bonne vieille méthode, dès qu'ils commencent, à partir de maintenant, ne parlent plus que français. Je ne veux jamais entendre votre langue. Et ces profs ont vu ce film, ont dit, on les comprend complètement différemment. Ça, on a fait une erreur. On va essayer de les faire parler dans leur langue et on va mieux comprendre comment transmettre la nôtre. Donc ça, c'est des choses vraiment intéressantes. Ouais. Mais c'est des choses qui arrivent au moment où on travaille. On ne le pense pas avant. On ne construit pas autrement. Ce serait un peu... Je serais plus un scientifique qu'un poète, photographe. Et alors, est-ce que tu as eu des échos de ce qu'ils sont devenus au fond? Ben voilà, justement, il y a 2 jours, j'étais terrassé par ce qui se passait en Afghanistan, et comme la jeune dame qui est là sur la couverture, elle est afghane, et que ce livre a servi en partie à ce qu'elle ne se fasse pas expulser, c'est-à-dire que moi j'ai été trouver les autorités pour dire, vous vous rendez compte, si vous l'expulsez, elle fait la couverture du livre, ça... c'est pas bon pour vous. Donc je ne sais pas, je crois que ça a contribué en partie à ça. On aurait été plus loin s'ils avaient été expulsés, mais j'ai tout de suite donné un coup de fil au centre, c'était avant-hier, pour leur demander, est-ce qu'ils sont toujours là? Oh oui, en plus elles travaillent, et puis c'est leur meilleur sauf-conduit aujourd'hui, plus personne n'osera les renvoyer en Afghanistan, donc voilà. Et alors dans les projets à venir, tu travailles plutôt sur l'Afrique ou bien... Ah oui, mais bon, ça fait... je rentre du Congo pour le moment, mais j'ai eu 1 an et demi de tous mes projets qui ont été annulés. Donc mon dernier boulot, c'était fin 2019. Et je viens seulement de revoir un travail, mais comme une contrainte, le fait d'être gardé à résidence, parce que c'était ça, ça engendrait autre chose. Donc j'ai fait un travail, justement, c'est une trilogie qui a démarré en 1983, qui s'appelait Masque et Trace, où je disais, on déconne tellement dans notre monde qu'un jour tout le monde vivra masqué, ça c'est 83. Et puis j'ai fait le 21/12/2012, où j'ai demandé à des gens qui étaient assez pointus, chacun dans leur domaine, de dire, il y a cette fameuse prédiction des Mayas, comme quoi le monde va disparaître. J'étais étonné du nombre de gens qui pensaient que c'était une des possibilités. Et j'aurais demandé de venir en studio. Il y en avait 21, puisque c'était le 21/12/2012. Donc j'ai démarré au début du mois jusqu'au 21,
pour avoir le dernier. Mhm. Et je leur demandais, là aussi, de venir avec un objet avec lequel ils voulaient disparaître. Là, c'était pas comme ils étaient arrivés. Ouais, ouais. Ils voulaient disparaître. Et j'aurais demandé, avant de quitter mon studio, de m'envoyer un SMS d'adieu. Et ça a été fantastique. Ouais, Les intéressant, textes ouais. qui sont donnés sont donc fatalement courts Mhm, messages, mhm. mais allant à l'essentiel. Ah, L'essentiel. ouais, ouais. Ça, c'est la phase 2. Et puis, maintenant, étant gardé à résidence, je me suis dit, on parle tout le temps du monde d'avant, du monde d'après. Mais qui va reprendre en main le monde d'après? Ce sont les jeunes. Mhm. Les jeunes qui, pour le moment, ne savent pas où ils sont. Donc, je suis parti de 2 mots, âme et sauvage. Pour moi, âme représentant le spirituel et sauvage, la liberté. Ce n'est pas le côté violent, c'est la liberté. Hein. Un animal sauvage, un animal libre. Mhm. L'autre, il est domestiqué. Et j'aurais demandé à ces jeunes, 21 jeunes, puisque j'ai calqué sur 21 du 12 2012, 21 jeunes, de, par leur position de corps, là en studio, je les photographie en noir et blanc, je leur demande en 4 poses de me mimer âme sauvage. C'est pas évident. Non. Donc il y en a qui vont vers l'excès, il y en a qui vont vers l'introspection. Le rendu de tout ça est étonnant. C'est que les portraits, après, donc je développe ça sur mon écran, disons les 4 portraits, je dis lequel symbolise le mieux âme sauvage. Et à 99%, c'est le plus introspectif qu'ils choisissent, et oui. pas le démonstratif. Mhm. Après, je leur dis, trouve-moi une phrase courte comme un mantra qui sera ton mantra de vie. Magnifique phrase qu'ils trouvent. Et moi, j'ai voulu rajouter une dimension. Je dis, de par la position de leur corps qu'ils choisissent et de leur caractère, je vais partir dans la campagne autour de chez moi, autour du lac de Genneval, et je vais trouver une plante ou une fleur sauvage qui correspondent à leur position et à ce qu'ils sont. Et donc, ce sont des diptyques. Et donc, ça devient une trilogie 83, 21 du 12 2012 et 2020 avec les jeunes. Et ça c'est des parcours que j'adore, parce que c'est quand je commence à trouver le lien et que ça fonctionne. Là, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Et tu parlais justement aussi d'être masqué, évidemment, c'était Ouais. d'une manière plus symbolique peut-être, mais moi ça m'a frappé, je trouve, la manière dont on perçoit les gens qui ont un masque actuellement. C'est ça, je suis assez visuel, mais je trouve qu'on découvre le regard des gens, beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. C'est incroyable. Il y en a, alors, quand ils enlèvent leur masque, on est à la limite très déçus. ou pas. On se dit, ah, mais ça, c'est incroyable. Ouais. L'importance finalement que ça peut avoir sur la perception. Ça, c'est rien qu'au niveau visuel. Alors après, même en ce qui me concerne, par exemple, quand quelqu'un parle masqué, j'entends moins bien. Ah, Donc, oui, je oui, me oui. rends compte que je lis sur les lèvres beaucoup à fait. plus que je ne pensais. Ah, oui, oui. Mais bon, là, je parlais surtout du regard, ce qui, évidemment, pour un photographe, doit être Oui. intéressant. Ça pourrait être aussi une idée de portrait de gens masqués. Ah oui, 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 mais ça y est, hein, c'était... En fait, quand j'ai fait ça en 83, il y avait cette dimension de dire, attention, on est en train de déconner, on aura tous des masques, mais j'ai construit aussi une histoire par rapport à quelque chose que j'ai vécu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient dans tous les musées. Je me suis nourri des musées, musée d'art et d'histoire, musée de l'armée, histoire naturelle, musée de l'Afrique centrale, et un jour, j'étais au musée d'Afrique centrale et je vois un Congolais qui devait avoir une 50aine d'années, qui était mort de rire, qui se tapait sur les cuisses en lisant les légendes. Ah et oui. je vais vers lui et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris, ce masque ne veut pas du tout dire ça, c'est tout à fait... Et à partir de là, je me suis dit, à partir où on perd les contes et légendes des objets ou des masques, ça peut devenir n'importe quoi. Si notre monde un jour disparaît, on va retrouver des gens masqués qui errent encore dans des ruines. On va retrouver des symboles au sol qui sont nos plaques d'eau, de gaz et d'égout. On ne saura plus à quoi ça servait. On ne savait pas que c'était là pour domestiquer l'énergie naturelle, mais on va en voir comme des symboles d'une philosophie, d'une religion disparue. Donc je suis parti sur une base d'archéologie, ethnologie. 21 du 12 2012, c'est le grand cataclysme, et maintenant, c'est ceux qui vont essayer de sauver le monde. Et c'est en travaillant sur ces 3 phases-là que je me sens bien. En fait, quand on fait un travail comme ça, surtout sur la série, en fait,
on soigne plein de maux qu'on a dans sa tête, hein. Ce sont des angoisses que j'ai toujours eues. Ça remonte à mon enfance, hein. On m'opère des amygdales à 2 ans et le premier personnage que je vois qui est une agression pour moi et qui court pour m'attraper, c'est un chirurgien qui a un masque. Et donc pour moi, la personne masquée a toujours représenté le danger ou le mystère. Et là tu viens de dire les yeux, mais c'est un peu ambigu ce que je vais dire, hein. Dieu sait si parfois on n'aime pas certaines pratiques dans le monde, mais les femmes en Arabie qui ont juste les yeux avec le col, on a quelque chose d'une puissance folle, et peut-être qu'on serait très déçus si le voile tombe, mais ça on ne peut pas le dire. Là on est dans le côté esthétique et on n'a pas à se mêler d'autres moyens de vivre et surtout de philosophie et de religion encore moins. Donc, chers amis, vous êtes 2 grands voyageurs l'un comme l'autre. Or, je tiens ici à attirer votre attention sur Fort Intérieur, qui est le côté voyageur de Thierry. Mais il se fait que le hasard des choses peut-être, vous avez un ami commun dont Thierry parle dans l'ouvrage qu'il a en main. Ah oui. Ah, dans celui-ci, oui. Voilà. Oui. Oui, mais, effectivement, je fais allusion à un artiste, donc Romuald Azoumé. Ah oui. Donc là, il y a effectivement une scène qui se passe, toute une partie du livre se passe à Bamako, en fait, hein, au Mali. Ah oui. Où donc les protagonistes se retrouvent et ont donc ce projet d'ouvrir une petite galerie d'art contemporain, mais dans l'idée de présenter des artistes vraiment locaux et pas du tout connus. Donc c'est vraiment cette démarche-là. Justement dans cette idée qu'il y a quelques artistes comme ça très connus, mais qui au fond sont parfois l'arbre qui cache la forêt, etc. Vu d'ici évidemment. Et donc l'idée c'était, dans leur idée, c'est de faire émerger toute une série de gens pas connus et sur place, sans prendre leurs œuvres pour les emmener ici, etc. Et bon, mais quand même pour l'inauguration, ils ont vraiment envie de frapper un grand coup, ils se renseignent, etc. Et puis ils ont des contacts avec quelques grandes vedettes, effectivement, des artistes en tout cas très reconnus au niveau international, dont lui, qui accepte de parrainer, d'être un peu là à l'ouverture. Et donc il y a des scènes qui décrivent un peu cette inauguration, cette espèce de pendaison crémaillère, tu vois. Voilà. Et donc, effectivement, il semble que tu le connais, ça c'est très... Oui, mais Romuald Azoumé, c'est un pur, comme je dis. C'est une grande gueule, hein. Il ne se laisse pas faire, il a bien raison. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être préciser notamment que, enfin moi ce que j'aime beaucoup, il ne fait pas que ça, mais ce qui est fascinant, c'est son travail sur les masques, mais qui sont des masques faits en bidon, rejetés par les plages, sur les plages, etc. Donc au fond, tous les déchets, on va dire de l'Occident notamment, pas seulement, mais bon, tous ces grands navires qui jettent des tas de trucs en mer, il y a une récupération de ces bidons d'essence ou quoi, et qui sont transformés en masques, mais avec une puissance très impressionnante. Mais bon, il ne fait pas que ça. Ce qu'il appelle les masques bidons. Là, on aura le plaisir, tu vas découvrir, on va t'offrir ces 2 ouvrages-là. Ah, mais c'est super ça. Mais je l'appellerai tout à l'heure. Ah, ben voilà, tu lui diras, tiens. Romuald. Mais c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que c'est un des rares artistes africains qui est devenu quand même une star de l'art contemporain. Qui reste en Afrique. Il reste en Afrique. Donc c'est pour ça que ça se passe en Afrique. Hein, et il fait vivre des gens autour de lui. Il ne fait pas que ça. Il est aussi le président de la Ligue cycliste béninoise. Donc il fait plein de choses. Et en plus, c'est une famille qui a quand même marqué le Bénin. C'était son arrière-grand-oncle, je crois, qui était ministre du roi Tofa à Porto Novo. Qui était vraiment, faut pas oublier que le Bénin, on parle toujours de Cotonou, mais la capitale c'est Porto Novo, et ça on oublie souvent. Et donc c'est un Yoruba, d'ailleurs à ses vernissages il vient habillé avec sa tenue Yoruba, et donc il ne joue pas à l'Africain qui a réussi, il est africain profondément, il est fier d'être africain, et tout son côté art contemporain transparaît dans la culture africaine de toujours. C'est ça que j'aime bien, c'est un personnage assez pur et qui sait ce qu'il veut.
Ça, Mais c'est ça que j'essaie Ah justement, oui, mais quelques phrases dans Il aime manger, il aime boire, parce que tu habites chez lui parfois quand tu es dans la région. Ah oui, j'ai la chance d'abord qu'on s'entende très bien et qu'on a eu l'occasion. On a travaillé beaucoup avec la fondation Zinsu, qui est une fondation assez extraordinaire établie au Bénin, où ils ont créé toute une chaîne de bibliothèques pour les enfants et ils ont créé un musée contemporain à Ouida, dont sont partis, je dirais, presque 80% des esclaves. Hein. Ouais, tout à fait. On parle toujours de Gorée, qui est un très très beau symbole, mais c'est Ouida. C'est surtout Ouida, et donc surtout des Yoruba. Donc on est dans une ville très puissante à Ouida, où tous ces esclaves ont abandonné leur vaudou avant de monter dans le bateau, donc il y a une concentration de symbolisme vaudou à Ouida. Il y a un très grand artiste qui s'appelle Cyprien Toukoudakba qui a refait tout le chemin de l'esclavage et qui a refait des sculptures qui représentent toute la mythologie du vaudou africain, dont je précise bien qu'il n'a pas grand-chose à voir avec le vaudou des Caraïbes ou le vaudou des origines africaines, qui est surtout au Bénin, au Togo et un peu au Nigeria, est une religion monothéiste avec un dieu masculin-féminin, ce qui est très rare, à égalité, et qui travaille toujours dans le sens du bien. On est bien loin d'Hollywood avec les poupées et les aiguilles, ça n'existe pas chez eux. Donc il faut remettre de temps en temps ça en lumière. Et la Fondation Zinsu a créé un musée d'art contemporain dans une vieille villa qui s'appelle la Villa à Javon, qui est magnifique. Et j'ai eu la chance, parfois on est alterné, mais Romuald avait une pièce avec ses peintures, il a de très très belles peintures qu'il fait justement avec des bousses de vache et tout ça, mais superbe, et sur la symbolique du Fa, qui est l'art divinatoire Yoruba. Et moi j'avais une pièce juste à côté avec les chasseurs Nago. J'ai fait un travail sur les chasseurs Nago, qui ont décidé en 1960 d'arrêter de chasser pour devenir cultivateurs, spécialistes des herbes médicinales, et ils se sont enfoncés dans la brousse, et ils ont créé une trentaine de villages où ils se sont coupés du monde. Et là, je parle souvent qu'aujourd'hui, dans le monde, hein, ce n'est pas ni en Europe ni en Afrique, c'est partout, il y a une rupture dans la transmission. Et en Afrique, c'est encore plus fort, parce que les jeunes qui vivent en brousse avec le rituel de leurs ancêtres, à un certain moment, ils voient quand même scintiller les villes. Et ils se disent, on aimerait bien aussi goûter à la ville. Donc ils quittent souvent ces villages, et il y a une perte de transmission entre les anciens, que ce soit au niveau des chants sacrés, des rituels et tout ça, qui tombe dans l'oubli. Et moi, à un certain moment, je tombe sur ce genre de choses, et j'ai vraiment envie d'être un des éléments qui va conserver ces choses-là. Et souvent d'ailleurs, le fait que ce soit un étranger qui a un regard là-dessus, tout d'un coup ils se disent « Ah, mais c'est peut-être important ». Et ça réveille un intérêt chez eux. Et puis alors mon souhait, c'est qu'une fois que j'ai pu capter ça, ça ne m'appartient plus. C'est leur histoire, ça leur revient, et tout ce que j'espère, c'est que ce soit des photographes africains, cinéastes africains, qui poursuivent ce genre de travail. Moi j'ai juste été là un petit catalyseur, mais c'est toujours un bonheur de voir qu'on peut sauver comme ça une fraction de seconde des moments qui se seraient perdus. Hein. Il suffit qu'on dit toujours la fameuse phrase, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais en Afrique, c'est très vrai, puisque la transmission est orale. Il y a peu d'écrits. Et une fois que le griot ou que l'ancêtre n'a pas transmis à ses enfants, ses petits-enfants, voilà, il n'y a aucune trace de tout ça. Et c'est ça qui est un peu dangereux pour le moment. Mais on le fait en Europe aussi. Hein. On le fait en Europe à d'autres niveaux. C'est plus au niveau de techniciens. Hein. Tout d'un coup, on estime que certaines personnes doivent partir à la pension anticipée. On met des jeunes et il n'y a pas de transmission. Alors qu'il y a toute une histoire. Et ça, c'est dommage. C'est intéressant parce que c'est justement une des grandes thématiques. Oui. Que transmettons finalement Notamment aux enfants. Extraordinaire. Nous avons partagé un moment de bonheur. Ah oui, vraiment. Je vous remercie tous les deux d'être venus à notre rencontre l'un et l'autre. Merci. Merci beaucoup. Bon voyage encore. Avec plaisir. Thierry.